Hier, Wall Street a donc décidé de nous offrir une espèce de douche froide. Le Nasdaq a pris une claque de 1%, Microsoft glisse sur une pente savonneuse et les banques, disons qu'elles ont passé une sale journée. Alors vous verrez, globalement, on ne vit pas les journées les plus passionnantes ni les plus excitantes de l'histoire du trading, ni de l'intelligence artificielle d'ailleurs. On utilise plein de superlatifs, mais en même temps, 1% de baisse sur le Nasdaq, c'est pas une claque, c'est une saine prise de profit. Entre la peur du grand remplacement par l'IA, qui fait tanguer le software, et Donald Trump qui veut plafonner les taux des cartes de crédit, les investisseurs ont préféré se mettre à couvert. On parle donc à nouveau de rotation de secteur, on délaisse les géants de la tech pour aller chercher refuge, entre autres, chez les small caps. Pour combien de temps? Alors ça, honnêtement, personne ne le sait. Mais au programme d'aujourd'hui, on va aborder le duel Trump-Macron pour le Groenland, on analyse le coup de gueule de Michael Burry contre Oracle, et surtout, on regarde les chiffres de TSMC qui viennent de tomber, et c'est violent. Dans le sens positif du terme, je vous rassure. Est-ce que l'IA est une bulle ou une machine à cash inépuisable? Eh bien, ce sera la grande question du moment. Allez, on fait le tri dans ce chaos financier et géopolitique, et c'est parti pour le débrief complet sur la chaîne Suisse Côte en français. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 15 janvier 2026. Techniquement, c'est la fin des vacances, faut vraiment commencer à s'y remettre là. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors hier, dès l'ouverture, le décor a tout de suite été planté, les indices américains ont piqué du nez, le Nasdaq a affiché la plus grosse baisse des trois compères, avec un bon moins 1% dans la vue. Le S&P 500 et le Dow Jones n'étaient pas en reste, même si le Dow Jones a un peu mieux limité la casse. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce repli a été orchestré par les deux piliers habituels, la tech et les banques. Côté software, c'est l'angoisse totale. On nous parle de grands remplacements par l'intelligence artificielle, pendant que Microsoft touche un nouveau plus bas depuis 7 mois. Graphiquement, ça commence à ressembler sérieusement à un couteau qui tombe. Vous ajoutez à ça Oracle qui se fait agresser verbalement par Michael Burry et vous comprendrez pourquoi les Magnificent Seven n'étaient pas vraiment tout en haut de la liste de shopping hier durant la séance. À part Apple et Google qui arrivaient à sauver les meubles, tout le reste était globalement dans le rouge. On sent une vraie rotation de secteur qui est en train de pointer le bout de son nez et ça frisait la dépression nerveuse chez les milliardaires du Nasdaq, surtout quand on connaît le prix d'un leasing sur un yacht de 80 mètres. Et puis, alors qu'on parle de leasing, eh bien, il y avait aussi nos amis les banquiers. La transition est donc toute trouvée. Hier, c'était le bal des trimestriels. Sur le papier, les chiffres n'étaient pas mauvais. Bank of America et Citigroup ont même battu les attentes. Mais le marché est un juge extrêmement sévère. Wells Fargo est déçu sur la banque d'investissement et son action a dévisé de 4,6%. Pour Citigroup, c'était la facture russe qui coûtait 1,1 milliard de pertes nettes qui a plombé un peu l'ambiance. Mais le vrai coup de massue, le game changer qui plane sur le secteur, c'est vraiment ce projet de Trump pour plafonner les taux des cartes de crédit à 10%. Chez JP Morgan, on tire déjà la sonnette d'alarme. Si on touche à la machine à pognon des intérêts débiteurs, les profits vont fondre comme neige au soleil. Résultat, les investisseurs qui s'étaient bien gavés en 2025 ont pris leurs bénéfices et se sont tirés vers des secteurs un peu plus tranquilles en attendant de voir ce que Trump peut vraiment faire avec ses limitations sur les taux débiteurs. On l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est pas aussi simple qu'il voudrait bien le dire. Au final, Bank of America recule de 3,78%, Citi 3,38% et Wells Fargo prend le trophée de la chute la plus forte avec 4,61% sur le secteur bancaire. Bref, une sale journée pour les banques. Pendant ce temps, du côté de la Silicon Valley, l'ambiance n'était pas forcément la fête non plus. Le Nasdaq a accusé sa plus forte baisse en 4 semaines. Au-delà du fait qu'on a dégagé les Mag 7, on assiste à une sorte de guerre froide sur tout le secteur des logiciels. La Chine vient de demander à ses entreprises nationales de ne plus toucher aux logiciels de cybersécurité américains ou israélien. Autant vous dire que chez Broadcom et Fortinet, on a tout de suite envisagé la reconversion. Sans oublier le fait que le secteur des softwares panique au fait de se faire grand remplacer par l'IA. Et pour couronner le tout, Trump a sorti le stylo, décret signé pour taxer à 25% les puces à destination de la Chine. Alors oui, la nouvelle était attendue, mais ça n'a pas aidé Nvidia et AMD quand même.
surtout que le texte laisse entendre que la liste des sanctions et des sanctionnés pourrait encore s'allonger. Bah bon, entre vous et moi, de toute façon, les Chinois disent qu'ils en veulent plus des puces américaines, alors 25% de rien, ça fait toujours pas beaucoup. Résultat, les investisseurs ont délaissé les grosses caps technologiques, devenues trop chères et trop risquées pour aller chercher du rendement ailleurs. Hier, on a quitté les Magnificent Seven pour aller chercher les 493 autres membres du S&P 500, voire même des small caps. Et c'est là que le Russell 2000 entre en scène. Cet indice des petites capitalisations a carrément atteint un record de clôture hier. Il continue de narguer les gros indices depuis le début de l'année. C'est la preuve comme quoi l'économie réelle, celle des PME, a encore du répondant. D'ailleurs, le consommateur américain est officiellement increvable puisque les ventes de détail ont bondi de 0,6% en novembre, dépassant toutes les attentes. Chiffres qui sont calculés par le département du commerce qui dépend aussi du bon vouloir de Trump s'ils veulent garder leur job. Bref, tout va bien chez le consommateur américain, même si le Beige Book, on le verra dans 2 minutes, ne pense pas tout à fait la même chose. Et puisqu'on est dans la macro, un petit mot sur le PPI du mois dernier. Il est resté stable, l'inflation de gros s'essouffle avec un taux annuel qui est relativement bas. Et ce calme plat suggère que pour l'instant, les tarifs douaniers de Trump n'ont qu'un impact marginal sur les coûts de production réels. Mais personne ne s'est emballé sur le chiffre, on avait la tête clairement ailleurs, peut-être ailleurs dans le monde, parce que là, c'est le grand n'importe quoi géopolitique. L'Iran est en plein chaos, Trump menace d'intervenir militairement, puis en pleine nuit, il tourne la veste parce que selon lui, les exécutions sont suspendues. Évidemment, le pétrole part dans tous les sens. On dirait que les types à Téhéran ont enfin compris qu'ils allaient y passer s'ils ne se calmaient pas et que s'ils veulent toucher un jour leur retraite, il vaut mieux faire profil bas. Mais Donald ne s'arrête pas là, il continue de mettre la pression pour racheter le Groenland. Acheter ou voler, on ne sait pas, mais c'est une question de sécurité nationale, paraît-il. L'Europe et la France s'y opposent fermement, évidemment. Manu Macron va même ouvrir un consulat là-bas, histoire de planter le drapeau français et de rouler les mécaniques. Et il va aussi envoyer des militaires sur place pour montrer qu'il n'a pas peur, avec des munitions pour tenir environ 72 heures. On se réjouit d'avance de voir Emmanuel et Brigitte dans leur petite combinaison blanche moulante et leur petit moufle en fourrure arriver au Groenland en hélico pour aller soutenir les chasseurs alpins et faire barrage de leur corps contre les velléités de conquêtes américaines. C'est beau comme un film en noir et blanc, surtout en blanc là-bas. Forcément, face à ce merdier total que nous offrent les grands de ce monde, l'or et l'argent se sont envolés vers de nouveaux sommets historiques, et c'est le refuge et la planque ultime. Bien sûr, jusqu'à quand, on sait pas, mais ce matin, ça baissote déjà un tout petit peu. Revenons maintenant au Beige Book de la Fed qui a été publié hier. D'habitude, le Beige Book, on s'en fout, mais en creusant un peu, on comprend quand même que la consommation aux États-Unis est officiellement devenue un sport de riches. Les classes moyennes, elles regardent les étiquettes comme la facture d'électricité en plein hiver, avec angoisse et désespoir, le tout en suçant du Xanax. Pendant ce temps-là, les plus aisés, eux, ils dépensent sans compter, portés par la bourse et l'immobilier, bien évidemment. Le luxe, les voyages cartonnent, alors que les autres coupent dans le strict nécessaire. Ajoutez à ça les droits de douane de Trump que les boîtes n'osent pas encore répercuter sur les prix, et vous avez une économie qui tient debout, bien sûr, mais clairement sur une seule jambe. Bref, en résumé, on a peur pour la tech, on nous ressort la rotation sectorielle, le pétrole se replie parce que les B2 sont rentrés au hangar, mais Trump est toujours déchaîné et sous stéroïdes sur à peu près tout et n'importe quel sujet. Ce matin, en Asie, c'est l'heure du tri sélectif. Après avoir enchaîné les records, le Nikkei baissait de 0,9%, mais ce qui est fascinant, c'est que pendant que le Nikkei baissait, le Topix, lui, signait un nouveau record. Le message du marché est assez clair, on calme le jeu sur les stars de la tech, mais le reste de l'économie tient le choc pour le moment. La vraie raison du coup de froid sur le Nikkei hier, c'est pas forcément la bourse, c'est la réalité budgétaire, puisque le marché a fantasmé pendant plusieurs jours sur l'open bar fiscal avec l'arrivée de Sanai Takaichi, des nouvelles élections qui devaient arriver, et qui dit plus d'élections dit plus de stimulus, et plus il y a de stimulus, plus la Fed continue. Sauf que dans la vraie vie, les taux japonais à 10 ans montent au plus haut du siècle, et les investisseurs commencent à regarder la montagne de dettes en se disant d'Ivoire, comment on va payer tout ça ? Et ce matin, très tôt, TSMC a publié ses chiffres, et là, c'est du brutal. Ils ont fait exactement ce que le marché attendait, mais en mieux, en nettement mieux. On parle d'un bénéfice trimestriel de 505 milliards de dollars taïwanais contre les 467 attendus par les experts. En un an, le profit a explosé, pendant que tout le monde s'écharpe pour savoir s'il y a est une bulle. TSMC, lui, se contente d'encaisser l'échec. Le moteur, c'est clairement les puces ultra avancées, les 3 nanomètres qui pèsent désormais un quart des revenus. Traduction, plus les puces sont petites,
plus ça rapporte du pognon. Et le petit détail qui fait plaisir, la division smartphone remonte la pente grâce à Apple qui est passé à la caisse pour ses nouveaux iPhone 17. En gros, c'est bon, c'est même très très bon. Il faudra donc surveiller les guidance, mais le business de l'IA semble toujours aussi performant pourvu que ça dure. Pendant ce temps, alors que Trump hésite entre racheter le Groenland ou tout simplement se servir, on va s'arrêter 2 minutes sur l'opinion de Michael Burry qui concerne Oracle. Et comme d'habitude avec lui, ça vaut son pesant de cheeseburger. Pour Burry, le virage d'Oracle vers le cloud pour l'intelligence artificielle, c'est juste un pivot dicté par l'ego. En gros, un caprice de milliardaire de 80 ans qui ne se satisfait plus de sponsoriser la Formule 1. Oracle était une boîte de base de données, tranquille et rentable. Aujourd'hui, c'est le plus gros emprunteur privé hors secteur financier qui se sont endettés jusqu'au cou pour acheter des puces Nvidia et construire des data centers. Burry va même plus loin, il les accuse de fraude moderne. Comment ? Eh bien, en étendant artificiellement la durée de vie comptable de leurs serveurs pour gonfler les bénéfices. Selon ses calculs, Oracle surévaluerait ses gains de près de 27% d'ici 2028. Il nous a déjà expliqué le concept en novembre en shortant Nvidia et Palantir. Mais le plus inquiétant dans son analyse, c'est le contraste. S'il s'en prend à Oracle, il n'y a pas une critique sur Microsoft ou Google, alors qu'ils investissent tout autant sur l'IA. Parce que Microsoft a Microsoft Office, Google a son moteur de recherche, ce sont des forteresses imprenables. Si l'IA venait à foirer, ils survivraient. Alors qu'Oracle, eux, ils ont fait all-in sur l'IA et sans filet de sécurité. Donc si la tendance venait à se retourner, même un peu, il n'y aura personne pour rattraper la chute d'Oracle. Et sur cette belle réflexion, on notera qu'Oracle a effacé une bonne partie de son rebond de mi-décembre. On en reparlera certainement au fil des publications de ces prochaines semaines, mais un conseil, gardez un œil rivé sur les guidance de ces boîtes tech liées à l'IA. La moindre méfiance sur le financement futur, le financement à venir des data centers pourrait coûter très très cher à tout le secteur et à Oracle en particulier. Et en parlant de chiffres, le monde merveilleux de la finance est de sortie. Aujourd'hui encore, on attend les résultats des mastodontes puisque Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock publieront. En Suisse, on surveille Richemont qui vient d'ailleurs de publier les ventes ont bondi de 11% grâce à la joaillerie, comme quoi, même en temps de crise, le luxe brille toujours. Côté macro, préparez le café, la journée est chargée, la production industrielle en Europe vient de tomber, un peu plus faible que prévu, on attend le CPI en France, et cet après-midi aux USA, c'est menu complet, Jobless Claims, Empire State, Philly Fed et le Global Manufacturing PMI. Sans oublier les banquiers centraux qui vont encore nous expliquer la vie. Pour l'instant, les futurs sont à l'équilibre. On cherche désespérément une tendance de fond en attendant le prochain décret ou la prochaine sortie de Donald Trump. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain pour boucler cette semaine bizarre dont on se souviendra surtout pour le manque d'enthousiasme général. Lundi, on sera peut-être enfin vraiment revenu de vacances. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Enfin, vous savez l'histoire, comme d'habitude. Allez, à demain, si vous le voulez bien. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.